Alors, euh, je voudrais qu'on en finisse avec la loi de Moore. C'est pas complètement intuitif, mais à mon avis, il faut en finir avec la loi de Moore. C'est ça mon propos du jour. Alors, maintenant, je vais quand même vous dire qui je suis. Donc, je m'appelle Tristan Nitto. Alors, j'ai mis un logo en haut à gauche. Je suis le dernier obstacle avant la bière, hein, donc tenez bon. Après, voilà. Donc j'ai mis des grands logos pour que les gens puissent bien suivre malgré la fatigue de la journée. Et tout en haut à gauche, j'en ai mis un pour faire frémir les vieux, à qui ça va rappeler des souvenirs. L'autre jour, on m'a dit ah oui, oui, Firefox, oui, oui, je m'en souviens, c'est le navigateur de ma mère. Mais moi, je suis suffisamment vieux pour m'en servir encore, et j'espère. Qui utilise Firefox Yes. Bon, j'ai passé 17 ans chez Mozilla, j'ai travaillé chez Cozy Cloud avec Nico, justement, puis chez Quant, chez Scaleway, et maintenant je suis chez Octo Technologies. Depuis longtemps, ça va faire 21 ans la semaine prochaine, j'écris sur un blog. Vous réalisez que les skyblogs, c'est fini. Ben moi, je continue, vous voyez. C'est vous dire à quel point je suis buté. Donc, je continue d'écrire sur standblog.org. J'ai écrit plusieurs livres, enfin, en tout cas un tout seul, et le bleu à plusieurs, avec quand même un chapitre de Alain Damasio, ce qui fait que ça me permet de briller dans les soirées. J'en ai eu marre d'écrire. Maintenant, je fais un podcast qui s'appelle L'Octet Vert, qui parle de climat, de numérique, et qui file la pêche. Et dans mon copieux temps libre, j'ai collaboré avec le Conseil national du numérique, dont j'étais membre, le CNIL, et en particulier la CNIL, au comité de la prospective, et aussi au comité national d'éthique du numérique. Donc, Gordon Moore et sa loi de Moore. Je vous présente le Intel 4004. Alors, tout à l'heure, c'était drôle, on parlait du 6502. Là, je vais faire encore plus vieux, puisque ça, le Intel 4004, c'était le premier microprocesseur commercial. C'est-à-dire qu'avec le recul, on s'en est rendu compte qu'il y avait d'autres microprocesseurs de avant, mais on ne pouvait pas le dire parce qu'ils étaient dans des avions militaires. Et ça, tu ne pouvais pas l'acheter sur un catalogue, quoi, quand même. Tu vois. Donc le premier que tu pouvais vraiment acheter sur un catalogue, c'était le Intel 4004. Et le Intel 4004, comment ça a été le début d'une formidable révolution, qui est celle on appelait ça l'informatique, la micro-informatique, on appelle ça le numérique aujourd'hui. Il y a même un moment où il y a eu de la télématique, ça c'est vraiment pour les vieux. Bon, et tout. Et en même temps, le Intel 4004 était mais totalement ringardissime par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Juste pour vous donner une idée, donc il est arrivé en novembre 71. Il travaillait sur des mots de 4 bits, donc autrement dit, pour déplacer un octet en mémoire, il devait s'y reprendre à 2 fois. Première moitié, et puis il retournait chercher la deuxième moitié. Ça y est, il venait de dépasser le premier caractère du mot. Et hop, c'était parti. Donc, travailler sur... C'était pas super rapide. D'ailleurs, il avait une fréquence d'horloge de 0,74 MHz, alors que si vous regardez le Intel i7 Core i7 de 2020, donc j'ai même pas pris le dernier modèle, il tournait 5000 fois plus rapidement, quoi. Et sur des mots de 64 bits, donc 16 fois plus que le Intel 4004. Et en plus, dans un Intel i7, eh bien, il y a 10 cœurs, jusqu'à 10 cœurs, alors que dans le 4004, c'est un cœur. Voilà. Donc c'est vous dire que sur toutes ces années, en gros 50 ans, il y a eu énormément de progrès, et ça, c'est grâce à la loi de Moore. Alors pour ceux qui regardaient tout à l'heure le talk où on parlait justement de 6502 et de microprocesseurs 8 bits, là vous voyez que le Intel 4004, au début, ils l'ont mis dans des boîtiers en céramique pour pas que ça fonde. Donc pourtant, on ne peut pas dire que c'était puissant. Hein. Voilà. Et donc, il faut que je vous parle de Gordon Moore, que voici, qui est le créateur le créateur ou découvreur de ce qu'on a appelé la loi de Moore, qui est le nombre de transistors d'un circuit intégré double tous les 24 mois. Concrètement, ce qu'on a retenu, plus généralement, c'est
En gros, la puissance d'un ordinateur double tous les 24 mois. Et ça a vraiment été quelque chose de fabuleux. Et la veuve de Steve Jobs vous en remercie encore, parce que grâce à ça, elle est richissime. Et les gens de chez Google sont richissimes, etc. Ils ont tous des milliards et des milliards de dollars, parce que ça a permis de développer ce qui a été toute la saga du numérique, et donc des fortunes qui vont avec. Et on va voir comment, mais là, très concrètement, ce graphique, en abscisse, c'est les années, donc de 70 à 2020. Tout en bas à gauche, le petit point, c'est le Intel 4004, justement, le plus en bas à gauche. Il faut voir que l'échelle des ordonnées, c'est le nombre de transistors, et c'est une échelle logarithmique. Donc, les deux premiers, c'est 1000, 5000, 10 000, 50 000, 100 000, et tout en haut, c'est 50 milliards. Hein, donc, ce n'est pas linéaire, l'échelle. C'est pour ça que... Donc, en fait, l'explosion, si on représentait ça avec une échelle linéaire, ça ferait une courbe comme ça. Alors, ça a été formidable parce que finalement, l'informatique ou le numérique, c'est, on va dire, deux grandes industries. Une industrie d'un côté du hardware, du matériel, des gens qui sont en gros des électroniciens qui vont manipuler de l'électricité et des composants, des transistors, etc. C'est ça leur métier. Et l'autre côté, c'est du logiciel. Donc je pense qu'ici, il y a plus de gens qui fait du logiciel, plus ou moins. Hein, voilà, ok, bon, on est d'accord. Qui fait du matériel ici. Oui, ok, voilà. Et donc cette loi de Moore, elle a permis un cercle qu'on va qualifier de vertueux dans un premier temps, qui est de dire, bon, on fait un matériel, ça ne sert à rien du matériel tant que nous, les gars ou les filles du logiciel, on n'est pas là pour écrire du logiciel et pour mettre sur le matériel, sinon c'est un coûteux presse-papier, hein, on est d'accord. Donc il y a une symbiose en fait entre les deux. Il faut du matériel pour avoir du logiciel. Mais 2 ans plus tard, loi de Moore oblige, on a du matériel 2 fois plus puissant. Et là, les gens du matériel ils se disent, ça sera bien qu'on vende ce matériel 2 fois plus puissant, mais il va falloir trouver des nouveaux clients, c'est chiant. Alors que c'est tellement plus facile de vendre à des clients qui sont déjà clients. Ils vous connaissent déjà, tout ça, c'est un vieux truc du business. Si vous vendez aux mêmes gens qu'avant, c'est beaucoup plus rapide que d'aller conquérir des nouveaux clients qui ne vous connaissent pas. Et les gens du logiciel disent, justement, nous aussi, on a un problème, c'est qu'on a vendu du logiciel, un applicatif, qui tourne sur le matériel, mais il faudrait bien qu'on vende une nouvelle version du logiciel. Comment est-ce qu'on convainc les gens d'acheter une nouvelle version du logiciel ? On va rajouter des fonctionnalités. Donc, ils vont écrire du logiciel, qui vont écrire des nouvelles fonctionnalités, et ça se rajoute à l'existant. Et donc là, forcément, le logiciel il a plus de lignes de code, il prend plus de place en mémoire, il va manipuler plus de données, etc. Et donc, forcément, il est plus lent qu'avant. Il faut donc des machines plus puissantes, plus de mémoire, des processeurs plus gros. Là, les mecs du matériel font « Eh bien, ça tombe vachement bien, parce que grâce à la loi de Moore, votre matériel d'il y a 2 ans, il est complètement obsolète, puisque le nouveau est 2 fois plus rapide. Il faut acheter mon nouveau matériel. » Donc, ils revendent du nouveau matériel, 2 fois plus puissant, aux mêmes gens, et avec des nouveaux en plus. Et les gens du logiciel sont hyper contents, parce que comme ça, ils arrivent à fourguer leur nouvelle version. Donc, le client, il recrache au bassinet, et c'est reparti. Et 2 ans plus tard, il recommence avec un nouveau matériel, avec une nouvelle version du logiciel, et ainsi de suite. Et c'est ça qui a fait les fortunes des Apple, des Microsoft, des Intel et compagnie. Il y a des effets de bord qui ne sont pas tout à fait neutres avec ça. C'est déjà quand on écrit du logiciel, le patron, l'entrepreneur qui a cette boîte de logiciels, il paye des gens pour écrire, modifier le logiciel, et quelque part, il trouve que l'ingénieur logiciel lui coûte quand même une blinde. Moi, je trouve qu'il n'est pas assez payé, on est tous d'accord, mais
il trouve quand même que ça serait mieux s'il était moins cher. Mais bon, le marché étant ce qu'il est, il n'arrive pas à faire baisser les prix. Il faut qu'il décide où est-ce qu'il alloue le temps de l'ingénieur logiciel. Est-ce qu'il va lui demander d'écrire des nouvelles fonctionnalités ou bien est-ce qu'il va lui demander d'optimiser le logiciel? Parce que vous savez comment ça se passe. On arrive avec un problème logique à résoudre, on trouve une solution. Déjà, on est content quand on a la solution. On est content quand elle marche de façon répétée, qu'il n'y a pas trop de bugs, si on fait des tests. Hein. Je sais, c'est pour les faibles, mais quand même. Donc on fait des tests pour que ça marche dans les différentes conditions des clients. Bon, mais en fait, il est très probable que la façon dont le logiciel est écrit est suboptimale. Déjà, ça a marché, on a réussi à shipper un truc. Mais il est probable que si on se repenchait sur le problème, avec un peu de recul, on arriverait à optimiser, à réécrire, gagner un peu 10% par ceci, 20% par là, peut-être plus. Mais l'optimisation, on n'a jamais le temps parce qu'en fait, le temps de l'ingénieur logiciel est alloué à la création de nouvelles fonctionnalités pour pouvoir fourguer la nouvelle version dans 2 ans. Ce qui fait complètement l'affaire du matériel. De toute façon, en plus, c'est pas grave si ça se traîne sur mon PC de développement, parce que déjà j'ai un gros PC de développement, et dans 2 ans, ça tournera correctement chez mon client, parce que lui, il aura une nouvelle génération, le temps que ça sorte et tout. Donc tout le monde est content, les gens du matériel vendent du matériel, les gens du logiciel vendent du logiciel, et ça fait littéralement 50 ans que ça dure, comme ça. L'inconvénient, c'est que ça fait de l'industrie du matériel une industrie complètement linéaire par opposition à une économie circulaire. Une économie circulaire, c'est vous fabriquez, vous utilisez, ça commence à déconner, vous réparez, vous réutilisez, vous revendez, ils réutilisent, et quand vraiment, vraiment on ne peut plus, on recycle. Mais on a fait des tours comme ça, on a utilisé, réparé, utilisé, réparé, utilisé, modifié, amélioré, revendu, etc. Circulaire. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire si on veut pas niquer la planète. Mais là, c'était une autre époque. On s'en foutait. C'était donc une économie linéaire. On extrait les matériaux, on fabrique du matos, il sert pendant 2 ans, les pauvres s'en servent pendant 4 ans, et après on jette. Et on va réextraire les matériaux, on réutilise pendant 2, 4 ans, éventuellement 6 ans, et après on jette. Évidemment, la nouvelle génération de matériel, ou la nouvelle génération de matériel n'est pas compatible avec l'ancienne génération, donc il y a une interopérabilité qui est limitée. Ma carte VGA, elle était marchée sur un ordinateur 8 bits, et maintenant, il faut de l'HDMI sur un ordinateur 64 bits, je la balance. Elle marche nickel, hein, mais je la balance, parce que de toute façon, elle est plus compatible avec mon matos. Donc, ça veut dire qu'au niveau software, on a des pertes énormes parce qu'on n'a pas pris le temps d'optimiser. Et au niveau matériel, on a des pertes énormes de minerais, de tout ce qui est fabrication. Et on a utilisé beaucoup d'eau pour ça, on a utilisé beaucoup de gaz, on a émis beaucoup de gaz à effet de serre, etc. Et bon, c'est pas grave, c'est foutu. Mais qu'est-ce qu'on est devenu riche entre-temps? Seulement voilà, j'ai une mauvaise nouvelle. Gordon Moore, il est mort. Il est mort, Gordon, putain! Pas toi! Bon, il était très vieux quand même. Hein. Il est mort en mars dernier. Non, sérieux, ça me fait chier. Bon, on se voyait plus trop, Gordon et moi, mais non, surtout, moi, je suis écolo, je prends plus l'avion, et Gordon, il habitait à Hawaï, donc bon, forcément. En plus, je l'ai jamais rencontré, donc il n'avait pas envie de me revoir. Bon, bref. Et là, je me suis dit, si on entendait, tiens, Gordon, là, la tombe est encore ouverte, on a qu'à mettre sa loi avec, là, pendant qu'on y est, pim, profitez, il y a sûrement de la place, ça prend pas beaucoup de place, une loi, bon. Ouais, c'est un peu une idée à la con, je l'avoue, d'autant que c'est quand même ce qui a fait toute la fortune de cette industrie où j'ai fait toute ma carrière, donc c'est pas super fin. Et donc, je me retrouve dans cette situation qui est brillamment expliquée par ce monsieur, qui est un penseur américain et romancier, Upton Sinclair, qui disait « Très difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour pas le comprendre. » Et en gros, on est tous payés pour pas le comprendre. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, toute notre industrie est payée pour pas le comprendre. Donc là, c'est le moment, on ouvre les chakras,
Et on essaye de comprendre ce qu'on est payé pour pas comprendre. Non, c'est dur. Hein. En fin de journée, en plus, avant la bière, oh là là, l'horreur. Bon, on va essayer quand même. Bon, c'est pas de la bière, mais je vais reprendre un peu de jus de citron. Alors, il y a un truc quand même, c'est qu'on s'est fait percuter par le changement climatique. Moi, j'ai mis des photos. Alors là, la Californie, là, c'est une maison au bord de la mer, sur une falaise. Bon, bah, la falaise s'est un petit peu écroulée tellement ils ont eu des trompes d'eau. Et la piscine, elle est... c'est ce qu'on appelle une piscine avec vue sur mer, du coup. Parce que là, vraiment... Par contre, il ne faut pas y aller parce que tu n'es pas sûr qu'elle dévale pas la colline. Bon, ça, c'est New York. Je sais, on dirait Blade Runner, mais c'est New York, 2023, à cause des feux canadiens dont la fumée arrive sur la France, justement. En bas à gauche, c'est la Loire. Bon, vous savez, les gens, ils font la Loire à vélo. Mais c'est pas ça. La Loire, c'est un fleuve, normalement. C'est la Loire en bateau, en vrai. Bon, ben là, c'est pas la mer de sable non plus, c'est bien la Loire. Mais bon, là, elle était vraiment à sec l'été dernier. Et là, j'ai mis une photo de la Gironde. Mais enfin, j'aurais pu mettre une photo des Monts d'Arrée, parce que, alors là, c'est quand même un signe que le climat déconne à fond. C'est quand tu as une sécheresse et des feux de forêt en Bretagne. Hein, excusez-moi, mais moi, je suis normand, je peux le dire. C'est pas normal. Bon. Et ça, quand même, c'est arrivé bien après que Gordon ait trouvé sa loi en 1965. Et il y a d'autres indices. Les émissions de gaz à effet de serre, ça fait du CO2. Le CO2, voilà, il monte. Et il monte, vous voyez, en courbe, comme ça, limite exponentielle. Pourtant, ça fait depuis 1990 qu'il y a eu le premier rapport du GIEC qui a dit il va falloir lever le pied un petit peu sur le CO2, là. On va arrêter de brûler des hydrocarbures. On arrête là. On se calme. Et on se calme pas du tout, en fait. Et du coup, on fait quand même... on fait l'accord de Paris, de Kyoto, de Copenhague, et rien ne se passe. Et pendant ce temps-là, là, les codes couleurs, ce qu'on appelle les climate stripes, c'est le réchauffement de la planète. Plus il y a de CO2, plus la planète se réchauffe, plus on dit qu'il faut arrêter les conneries, et moins on le fait. Bon, il y a quand même un moment où il va falloir se calmer. C'est expliqué assez bien sur ce schéma. Alors là, ce sont donc, en ordonnée, c'est le nombre d'émissions de gaz à effet de serre. En gris noir, là, la courbe, jusqu'en 2020, c'est les émissions effectives de gaz à effet de serre. Et puis après, c'est des projections. Il y a plusieurs projections. Alors si on avait décidé de rien faire sur les gaz à effet de serre, on serait dans la zone rose, et ça nous amènerait à un réchauffement entre 4 et 5 degrés, en moyenne à l'échelle du globe. Alors, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce qu'il faudrait être là, sur le truc vert en bas, à 1,5. Pourquoi ? Ça, c'est l'objectif de l'accord de Paris. L'accord de Paris dit qu'il faut être le plus possible en dessous de 2 et idéalement à 1,5. En gros, 1,5, on y est quasiment. Et on est bien passé pour le doubler dans une totale indifférence. Mais il faut rester le plus près possible de 1,5. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au-delà, le climat s'emballe. C'est-à-dire que c'est plus linéaire. C'est pas je rajoute une tonne et ça va augmenter de tant de pourcents la température. Non, non, ça s'emballe. Un exemple, pourquoi ça s'emballe ? Parce que quand il fait chaud, que vous allez au Groenland, vous avez une couche de glace qui est sur une île. Okay ? C'est blanc. Et vous savez que le blanc, ça reflète la chaleur. On reçoit l'énergie solaire, ça tape sur une glace qui est blanche, ça renvoie l'énergie vers le cosmos et ça en absorbe un petit peu, mais peu. Seulement, ça se réchauffe, la glace, elle fond, en dessous, vous avez de la roche, c'est comme du granit, vous voyez, bien foncé. Et là, le soleil tape et ça vient réchauffer
la roche beaucoup plus que ça ne venait réchauffer la glace. Donc en fait, à ce moment-là, parce que la glace est partie, l'absorption est beaucoup plus forte qu'avant. Ça, c'est un effet de rétroaction qui fait que ça s'emballe. Et des effets comme ça, il y en a plein. Un autre exemple, c'est le permafrost. Le permafrost, c'est le sol qui est gelé en permanence, en Russie, en Sibérie, dans le nord canadien. C'est gelé en permanence, mais si ça se réchauffe, eh ben, c'est plus gelé, sans blague. Et à ce moment-là, dedans, il y a des quantités énormes de méthane, qui est un très puissant gaz à effet de serre. Elles sont libérées, elles viennent renforcer le réchauffement climatique, et donc ça va se réchauffer encore plus. Donc vous voyez, c'est des trucs comme ça, il y en a plein sur la planète, qui font que ça s'emballe. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment, vraiment pas dépasser les 2 degrés de réchauffement. Et là, tel qu'on est parti, on est dans la zone orange pour un réchauffement entre 2,5 et 2,9 degrés. En gros, on est dans le caca. Voilà. Et ça, c'est si on tient les promesses qu'on a dit qu'on tiendrait. C'est les politiques qui disent ça. Hein. Vous les connaissez. Bref. Mais ils ont dit, attendez, parce qu'on va faire aussi, dans le futur, on fera d'autres promesses qu'on tiendra aussi. Et là, on sera à 2,1. Mais si vous croyez aux promesses qu'ils ont dit qu'ils feraient plus tard, qu'ils n'ont pas encore fait, mais ils ont dit qu'ils feraient des promesses. Ils ont promis qu'ils feraient des promesses. Déjà, enfin, vous voyez, c'est pas gagné-gagné, quoi. OK ? Mais peut-être que si jamais ils les tiennent tous, les promesses qu'ils feront quand qu'ils ont dit qu'ils ont des promesses, voilà, eh bien peut-être qu'on arrivera à 2,1 degrés, ce qui est trop, de toute façon. Mais bon, tel qu'on est parti, c'est plutôt 2,9, quoi. Donc il faut que ça change. Et c'est pour ça que je me dis que l'informatique à la papa, à la Gordon Moore et à sa loi, ça serait bien que ça s'arrête. Parce que moi, il y a un truc que j'entends hyper souvent, c'est « Ah bah vraiment, mon smartphone, il faut que je le change, il est devenu trop lent. » Ou bien « Mon ordinateur est devenu trop lent. » Comment dire ? Ça arrive que ça devienne trop lent. Ça arrive, mais c'est exceptionnel. L'ordinateur ou le smartphone ne ralentissent pas. Ils ne ralentissent pas. Ils ne se mettent pas à tourner moins vite. Alors il y a des cas, on va les dire. Chez Apple, quand la batterie était vraiment fatiguée, ils baissaient la fréquence d'horloge, histoire que la machine ne s'arrête pas brutalement. Et donc, effectivement, ça ralentissait vraiment. Mais c'est l'exception. Il y a une autre exception, c'est sur un ordinateur de bureau, une tour, ou même un PC. S'il est avec plein de poussière dans le ventilo, il refroidit moins bien, et là, le processeur le chipset détecte qu'il y a un problème de chaleur, et donc il baisse la fréquence pour pas que ça crame. Il faut vraiment avoir foutu la dose de poussière, quoi, pour que ça soit le cas. Ça arrive, hein, mais vous passez un coup d'aspirateur, vous ouvrez, vous passez un coup d'aspirateur à la machine, elle marche comme avant, à la même vitesse. Alors, puisque ce n'est pas le processeur qui tourne plus lentement, c'est quoi ? Eh bien, c'est les applications trop grosses, trop gourmandes, trop peu optimisées qu'on a mis dessus, qui font que ce matériel qui fonctionne parfaitement, on a l'impression qu'il est trop lent. Donc, en gros, c'est pas ma machine, elle est devenue trop lente, c'est tu n'aurais peut-être pas dû remplacer ton Windows 7 par Windows 11. C'est ça la vraie chose. Ou le nouvel iOS, ou je ne sais quoi. C'est juste qu'on met des logiciels qui sont trop gros pour le matériel de l'époque. Et ça, les gens ne captent pas. Alors bon, on est entre nous, on en parle, on comprend ce que c'est que de la fréquence de processeur, on sait ce que c'est que de mettre trop de fonctionnalités dans du logiciel et comment ça le ralentit. Mais la plupart des gens ne captent pas. Aujourd'hui, dans 80% des cas, les smartphones jetés fonctionnent encore. Ils sont jetés en moyenne tous les 2 ans et demi. Ce qui est un énorme progrès par rapport à l'époque où on les jetait tous les 2 ans. C'est mieux. Ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas suffisant. Alors, celui-là, il fait un peu peur, là. J'espère que vous êtes zen, parce qu'il est compliqué.
Ça, c'est la répartition des impacts du numérique en France. On va commencer par la colonne de gauche. Vous voyez, utilisateur, réseau, centre informatique, c'est les 3 niveaux du numérique. C'est schématique, forcément. Utilisateur, c'est les terminaux des utilisateurs, de la télé connectée au smartphone, à la PlayStation, à un PC, etc. La deuxième couche, c'est le réseau. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On va voir la box, la Wi-Fi, pardon. J'ai des palpitations. Excusez-moi. Donc, la box, ou les antennes 4G et le cœur des réseaux qu'on ne voit pas, mais qui existent. Et puis, troisième couche, les centres informatiques, les data centers, qu'on voit encore un peu moins. Ça, c'est les 3 couches. Après, on va se concentrer sur la colonne GES, voyez, qui a 2 sous-colonnes. Aujourd'hui, quand on pense à l'utilisation du matériel, en fait, on regarde la colonne Use, utilisation. C'est une erreur. Il faut penser cycle de vie. Parce que c'est là qu'on voit que, en fait, vous voyez la colonne Use, utilisation, elle est ridicule à côté de la colonne Fab, fabrication. Donc, en gros, avant de déballer votre iPhone tout blanc, tout beau, tout shiny, machin, dans sa boîte immaculée, qu'est-ce qui s'est passé? On a utilisé des engins diesel énormes pour creuser des mines, où on a envoyé des enfants, c'est moins émetteur de gaz à effet de serre, regardons les aspects positifs, ou pas. Et ça, évidemment, c'est très émetteur. Ensuite, on le traite, c'est très consommateur d'eau. Ensuite, on le met sur des cargos qui marchent au diesel, direction la Chine. Là-bas, ils fabriquent, sur la base de tous ces trucs-là, avec de l'électricité qui est produite à base de charbon, une horreur, il n'y a pas pire. Ça utilise aussi beaucoup d'eau. Et ils mettent ça dans une boîte, ils mettent ça dans un avion, et ça arrive chez vous, avec une camionnette diesel. Et là, vous avez l'impression que votre machine, elle est totalement immaculée. Et c'est votre iPhone, ou votre Samsung, ou je ne sais quoi. Vous le branchez, le truc, il est hyper optimisé pour consommer le moins possible, pour avoir un maximum d'autonomie. Et donc, il consomme quasiment rien sur l'ensemble de la partie utilisation. Mais l'essentiel, donc 76% de l'ensemble du numérique, c'est la fabrication de vos terminaux. Du smartphone, par exemple, du PC, mais en fait, on l'oublie trop souvent, de la télévision. Parce qu'aujourd'hui, une télévision avec la TNT, c'est numérique, et c'est un terminal, c'est chez vous. Et en fait, quand vous achetez une télé 4K, c'est un massacre écologique. Et tout le reste, parce qu'on est en France, parce qu'en France, on a la chance, ou pas, d'avoir du nucléaire. C'est un truc, c'est vachement bien, ça produit de l'électricité sans générer de gaz à effet de serre, avec un seul inconvénient, c'est que l'été, ça marche pas bien parce que c'est à sec. Bon, on ne peut pas les refroidir, mais sinon, c'est nickel. Et bon, il y a aussi les déchets, mais ça, on ne va pas en parler, c'est énervant. Bref, le résultat, c'est qu'on a une électricité qui produit peu de carbone, peu de gaz à effet de serre. Et donc, c'est la fabrication du matériel, du terminal utilisateur qui pose vraiment problème. Alors, il faut remettre les choses en perspective. Ça, c'est l'empreinte carbone moyenne d'un Français en 2021. Le machin vraiment monstrueux, c'est la voiture. En tout, on produit, un Français, c'est 10 tonnes qui produit. 10 tonnes. Alors, je précise, pour atteindre l'accord de Paris, il faut descendre à 5 tonnes. Il faut juste diviser par... non, à 2 tonnes, pardon. Il faut diviser par 5. Il faut diviser par 5. Descendre de 10 tonnes à 2 tonnes. Ça va être chaud, comme le climat. Donc la bagnole, à elle toute seule, elle crame, en moyenne pour les Français, elle crame votre budget annuel carbone. Je suis venu en vélo, perso, de Paris. Bon, il y a une étape avec un TGV. Non, mais vraiment, j'ai un vélo pliant. Mais bon, je l'ai mis dans le TGV. C'est plus simple. L'avion, on dirait que c'est pas grand-chose, mais en fait, il y a 10% des gens qui prennent l'avion. Et en fait, ces gens-là,
quand ils prennent l'avion, eh ben, ils ont un bilan qui est pire que leur bagnole. La viande, vous voyez, c'est pas négligeable. Le chauffage, là, qui est marqué comme gaz et fuel. Je précise, le truc qui est marqué maison, en fait, c'est équipement de la maison, c'est pas la maison elle-même. Hein. Ce que j'ai entouré de verre, électronique, télécom, 160 kilos. C'est pas monstrueux, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'il qu'il faut continuer la gabegie et les conneries. Il y a un roman qui m'a scotché avec ce passage. C'est la personne qui est héros ou héroïne, parce que il est IL pendant tout le roman, qui dit « C'était un bon ordinateur, comme le voulait la coutume, on le lui avait offert pour ses 16 ans. Il avait une coque beige, un écran bien net, et puis depuis le temps qu'IL le trimballait, IL n'avait eu besoin de le réparer que 5 fois. Une machine fiable, gna gna gna, qui servirait toute sa vie, comme tous les ordinateurs. » Là, je dis « Oh, les cons !» Non, mais franchement, c'était fou, quoi. Je suis aussi geek, si ce n'est plus que la moyenne d'entre vous. J'adore mon Mac M1. Voilà, quoi. Mais là, j'ai dit, putain, un ordi, tu la gardes toute ta vie, quoi. Ça m'a retourné la tête. Et pourquoi pas ? Après tout, la réparation d'un smartphone, ça existe. Hein. Si ceux qui ont un Fairphone ici savent que ça existe et que c'est assez extraordinaire. Maintenant, je vais vous parler d'optimisation. Parce que l'optimisation, pour moi, c'est le grand oublié de toute cette histoire. Alors ça, je vous présente Matt Parker. Le mec, il a un profil un peu particulier. Matt, il est YouTuber, stand-upper, pas start-upper, hein, stand-upper. Sur les maths. Bon, il s'appelle Matt, mais rien à voir. Donc le mec, il fait des vidéos YouTube façon stand-up sur les problèmes de maths. Et un jour, il dit, je vais essayer de résoudre un problème de maths, c'est une histoire de faire des mots en moins de mots, des mots de 5 lettres qui, mis à la suite les uns des autres, utilisent toutes les lettres de l'alphabet. Avec le moins de mots possible. Et il fallait qu'il trouve ces mots dans un dictionnaire anglais. Et donc, il fait un programme en Python. Pardon. Et donc, non, je parle de performance, hein, sinon il sait très bien Python. Et il le met à tourner, et le machin donne un résultat en 32 jours. Et il commence à en parler dans un podcast en disant « Ouais, j'ai commencé à faire un programme. » Il n'avait pas encore terminé l'exécution du programme, qu'il y a un mec qui fait « Ok, chiche !» et qui dit « Je vais écrire le même soft, puisque j'ai compris le problème. » Et il le fait tourner, et ça tourne en 15 minutes. Donc en fait, celui qui est parti deuxième est arrivé avant celui qui était parti en premier, genre avec une marge de 2 semaines, à peu près. Ça tourne en 15 minutes. Il y en a un qui entend ça, il fait « Ça va chier !» Et là, bim, 6 secondes, après ça s'enflamme, et il y en a un en 1 seconde et un en 6,7 millisecondes. Donc en fait, entre celui de 32 jours, bon, codé avec les pieds en Python, ok, et celui qu'il a écrit en C++ ou en Rust, je sais plus, je crois que le 1 seconde c'est du Rust et l'autre c'est du C++, le 6,7, il y a un facteur 408 millions. Voilà. Putain, 408 millions quand même. Bon, alors là, vous voyez, Matt, il était un peu emmerdé parce qu'en fait, il a commencé à refaire une vidéo, mais avant qu'il ait eu le temps de poster la vidéo, il s'est fait rebattre à plat de couture. Enfin bon, ça lui a donné un boulot de montage de malade. La vidéo est assez drôle, elle est visible sur YouTube. J'ai mis le titre, là, Someone Improve My Code by whatever, machin. Ouais, c'est assez sympa. Faut speaker l'anglais, mais c'est fun. Comme quoi, il fait vraiment du stand-up, le monsieur. Et donc, j'ai un cerveau un peu malade, et je me suis dit, s'il n'y a plus de loi de Moore, par quoi on la remplace ? Et je me suis dit que j'allais inventer le principe de Heroom. C'est Moore, mais à l'envers. Je suis assez fier de moi parce que ça veut dire effort radicalement organisé d'optimisation en masse.
Ouais, ça veut rien dire, quoi. Mais enfin, c'est rigolo, quoi. Ouais, je vous l'accorde. Alors, qu'est-ce que c'est que le principe d'e-room? Eh bien, on va optimiser le logiciel, d'un facteur 2 tous les 2 ans. Optimiser le logiciel d'un facteur 2 tous les 2 ans. Je ne sais pas si c'est possible. Non, franchement, enfin, c'est peut-être complètement déconnant. Mais en tout cas, c'est certain que ça fait 50 ans qu'on utilise du soft, 50 ans qu'on l'optimise rarement. Certains sont optimisés, d'autres pas du tout. Regardez Windows, par exemple. Et donc, on est assis sur des réservoirs d'optimisation phénoménaux. Et il faut aller trouver ces réservoirs et réécrire ce qui mérite de l'être. Et que si on fait un effort concerté là-dessus, peut-être qu'on arriverait à diviser le temps d'exécution par 2, tous les 2 ans. Et que donc, tous les 2 ans, vous avez ça comme puissance de calcul. Et 2 ans plus tard, vous avez toujours ça de puissance de calcul, mais vous n'utilisez plus que ça. Donc vous avez gagné, comme s'il y avait la loi de Moore, mais sans changer le matos, vous avez gagné, vous avez 2 fois plus de puissance par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Et dans 2 ans, on recommence. Et dans 2 ans, on recommence. Et c'est comme si la loi de Moore continuait d'exister, sauf qu'on ne change pas le matos. Alors ça, c'est formidable, parce qu'on peut trouver des nouveaux usages, on peut continuer d'innover, on peut continuer d'inventer des conneries comme ChatGPT ou TikTok, ou des NFT. Non, pas déconner quand même. Et ça, en plus, gros bonus pour nous, personne ne fait de matos ici, donc on va bien le comprendre, ça va nous filer du boulot jusqu'à la fin de nos jours. Ben oui, il va falloir des gens qui sont bons en logiciel et qui vont pouvoir faire de l'optimisation de ces logiciels. Bon, en vérité, Gordon, il est vraiment mort, je ne vous ai pas menti, mais la loi de Moore, elle n'est pas complètement enterrée. Elle plafonne, en fait. Déjà, je faisais des recherches, en 2006, Intel annonçait que c'était fini, que ça allait se calmer, et qu'en 2018, ça serait fini. Il faut que vous cherchiez dans ZDNet, il y a des vieux articles avec des déclarations d'Intel qui expliquent ça. Alors, en fait, la puissance des processeurs, elle continue à augmenter un peu, mais pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai un Mac Intel à la maison, il a 12 ans, et il est encore utilisé au quotidien. J'ai changé le disque dur par un SSD, ça pollue, c'est vrai, mais d'un autre côté, il vaut mieux juste changer le disque dur que de changer toute la machine. Et 12 ans, il fonctionne franchement très correctement. C'est bien parce que en fait, les processeurs, ça plafonne. Alors, ils ont triché, ils ont multiplié les cœurs, mais vous savez que ce n'est pas facile d'écrire des logiciels qui tirent parti intelligemment des cœurs multiples. C'est pas simple. Ils ont essayé de gruger un maximum sur la fréquence, mais bon, ils n'y arrivent plus. La densité, ils n'y arrivent plus. Ils se disent, bon, on va peut-être mettre des transistors sur plusieurs couches, mais globalement, ça plafonne. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai d'ailleurs. J'ai plus de temps d'ailleurs. Bon, on va s'arrêter là. C'est fini depuis 20 minutes. Donc voilà. Donc je vais quand même vous laisser quelques indices. Je vais enfoncer les portes ouvertes. Le smartphone, mettez une coque, un ordinateur, mettez Linux, mettez un SSD. La télé, passez pas à la 4K si ce n'est pas déjà fait. Il y a une étude qui est sortie où en fait les gens, suivant qu'il y a marqué HD ou 4K, ils trouvent que l'image elle est mieux quand il y a marqué 4K. Mais mettez l'autocollant si vous voulez sur la télé. Non mais c'est une étude scientifique, c'est vrai. Quand vous êtes à 2 mètres, faites pas la différence. Mettez un autocollant, je vous assure, en termes d'empreinte carbone, c'est nettement mieux. Acheter reconditionné, etc., etc. Et puis évidemment, questionner le besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce nouveau matos ou pas? Deuxièmement, calculez votre empreinte carbone. Allez sur nosgestesclimat.fr. Tout à l'heure, je vous ai donné une moyenne française qui est probablement pas du tout vous, parce que c'était une moyenne française. Surtout que cette moyenne française, c'est une moyenne. Si on faisait la médiane, il faut savoir que la médiane des Français, c'est-à-dire le Français du milieu, il est à 7 tonnes et pas à 10 tonnes, parce que les riches plombent
l'addition pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle quand Bill Gates rentre dans un bar, tout le monde est milliardaire en moyenne. Mais je peux vous assurer que quand il rentre, je me sens pas plus riche. C'est ça le principe, vous voyez, de la médiane et de la moyenne. Voilà, c'est ça. On comprend mieux comme ça. Voilà. Donc, vous n'êtes pas plus riche. Et donc, le mec du milieu, il est à 7 tonnes. Donc, faites nosgestesclimat.fr. Et ensuite, il y a un bouton passer à l'action, là, en violet. Et il vous dit où est-ce que vous avez la plus grande marge de progression et quels sont les gestes que vous pouvez faire. Il y a 2 problèmes dans ce que je vous explique. Un, je n'ai pas arrêté de vous parler de gaz à effet de serre et ça fait une vision tunnel et c'est pas bien parce qu'en fait, il y a autre chose. Il y a toutes les limites planétaires et en particulier l'effondrement de la biodiversité que j'ai absolument pas mentionné parce que déjà, j'ai explosé le temps. Okay, mais c'est un vrai problème à peu près à la même hauteur que le réchauffement climatique et j'en ai pas parlé. My bad. Bon. Et ensuite, c'est pas juste une question d'individu. Il y a une problématique collective fondamentale. Donc, l'individu n'est pas simplement responsable de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Il faut aussi de la régulation de l'État. Et il faut aussi que les entreprises changent. Les entreprises vont changer soit parce que les clients le demandent et achètent autre chose, soit parce que l'État leur tord le bras pour qu'ils changent leurs pratiques. Et donc là, quand même, le citoyen et le consommateur, qui se trouve être le même individu, mais par des facettes différentes, il a quelque chose, il a un rôle à jouer, et même aussi il peut être épargnant, donc s'il a des sous, il va épargner, investir, et c'est là qu'il ne faut pas qu'il achète des actions Total Énergie, voyez, mais plutôt qu'il investisse dans des business qui ont du sens. Voilà. En tant que professionnel, très vite, se former, se renseigner. Alors là, j'ai plein de sources. Alors, instant publicitaire, donc j'ai un podcast sur le climat, le numérique et la bonne humeur, parce que c'est déjà suffisamment plombant, mais vous avez vu, je suis quand même capable de dire plein de conneries en pas longtemps. Donc, c'est la même chose, mais en version audio, ça s'appelle l'Octet Vert. Sinon, il y a Técologie, que j'aime beaucoup, Sismique. En lecture sur le web, il y a bonpote.com. En formation demi-journée, la fresque du climat, l'atelier 2 tonnes, la fresque du numérique, qui sont géniaux, et une BD qui s'appelle Le Monde sans fin. Alors vous dites pas, ouais, ça va être facile à lire, c'est une BD, le machin il est épais comme ça. Mais il est vraiment, sans être parfait, il est vraiment bien. Une fois qu'on s'est renseigné, qu'on a appris des choses, ben ensuite il va falloir changer dans son métier, évaluer, optimiser, éco-concevoir. En attendant que l'optimisation devienne un marché super chaud comme le passage à l'an 2000 ou à l'euro en leur temps, et en plus grand, plus long, il va falloir continuer à optimiser, à évaluer là où ça ne va pas et éco-concevoir pour les nouveaux logiciels, les nouveaux services. Fondamental, éviter de participer à l'obsolescence programmée. Dans nos métiers, on a cette mauvaise habitude de dire « Putain, je vais faire briller les yeux du client, je vais lui dire qu'il peut faire dans son appli de la réalité virtuelle, tout ça avec de l'IA générative, trop cool sur smartphone. » Bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut un iPhone 14 et de la 5G. Et donc, en fait, c'est ça qui pousse tous les gens qui ont des vieux téléphones LG d'il y a 8 ans à les jeter, alors qu'ils marchent encore, parce que, évidemment, si des applications nécessitent beaucoup de ressources, vous participez à l'obsolescence programmée. Et enfin, celle-là, c'est le joker, le boss de fin. Ça serait bien qu'on essaye d'aider nos clients à changer de business model, peut-être à passer, par exemple, sur de l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire leur dire louer des voitures plutôt que les vendre, louer des tentes si vous êtes Decathlon plutôt que les vendre, ou ce genre de choses. Le numérique a des capacités de transformation du business model des entreprises, et il ne faut pas sous-estimer ça. Voilà, ce sera tout. Merci beaucoup.
coup, on n'a plus le temps pour les questions, c'est l'heure de la bière. Allez hop! Ou il y a quand même des questions ou bien? Ils votent, ils ont soif, il fait chaud. Une proposition d'action supplémentaire, vas-y. D'ailleurs, encore une fois, l'Octet Vert, vraiment, le podcast, écoutez-le, il est génial. Moi, je t'avais déjà tagué sur LinkedIn sur le sujet, mais franchement, honnêtement, allez-y. Petite proposition d'action supplémentaire, vous, en tant qu'acteur individuel, c'est de... Ah, putain, ça m'est sorti total. Merde, on est parti sur autre chose. Attends, je l'ai perdu. Si. En fait, on a la chance d'être des ressources pour certaines personnes assez demandées. Et on a le choix de la boîte dans laquelle on peut aller pour beaucoup de gens. Donc n'hésitez pas à choisir aussi vos boîtes en fonction de vos convictions et de ce que vous supportez ou de ce que vous voulez faire ou pas faire. Voilà. Bon, ouais, c'est exactement ce que je dis là. Un travailleur qui peut influencer au sein de son entreprise ou choisir un autre employeur. J'avais pas vu la petite ligne. Mais ouais, non, je suis passé dessus, je l'ai pas dit, mais absolument, très juste. Alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais l'année dernière, tu claquais des doigts, tu changeais de boîte, quoi. Bon, aujourd'hui, on va pas se laisser emmerder par quelques licenciements, mais c'est moins vrai, mais on est quand même dans un marché qui est relativement porteur et on a vraiment beaucoup de chance. Ils ont tous très soif. Eh ben, s'il n'y a plus d'autres questions, on va clore la session. Merci Tristan et également merci à Sophie pour la facilitation graphique. Bravo à tous.